Ma question concernait votre Vastavik Ruchi, ce qui signifie un intérêt pertinent. Maintenant, je trouve cela très abstrait à mettre dans ma tête. Que signifie Vastavik Ruchi? De plus, vous avez expliqué que Ruchi provient de l'ego et que vous devriez choisir quelque chose qui soit bénéfique à l'ensemble de l'humanité et du monde. Comment se soumettre à une tâche qui est bénéfique à l'ensemble de l'humanité ou à quelque chose qui est indifférente à vos intérêts? Je vous remercie. Nous devrons obtenir le bon cadre. Ce que vous appelez vos intérêts ou les choix rapides et inconscients que vous faites habituellement, d'où proviennent-ils? Au sens large, ils proviennent de notre composition corporelle. Dans un sens très macro, par exemple, vous pouvez choisir de prendre ce type de nourriture, ou bien cet autre type de nourriture, ou encore un autre type de nourriture. En cela, vous pouvez avoir le choix, mais vous ne choisirez jamais de manger 500 kilos de nourriture. Vous pouvez choisir le type de nourriture que vous voulez, mais vous n'en choisirez jamais 500 kilos. N'est-ce pas? Parce que votre corps ne le permettrait pas. Vous l'obtenez. De même, vous pouvez choisir le rouge, bleu, jaune, orange, n'importe quelle couleur du spectre, mais vous ne le ferez jamais. Si je vous demande ici, quelle est votre couleur préférée, s'il vous plaît? Vous ne répondrez jamais par une couleur qui se situe à 2000 angstroms ou 20 000 angstroms, n'est-ce pas? Vous répondriez toujours par une couleur qui se situe entre 4000 et 8000 angstroms, le spectre visible, à l'intérieur de ce spectre très très étroit. Se trouve l'infinie diversité des choix humains, n'est-ce pas? Alors, nous continuons à dire, vous savez, j'aime ça, vous savez, j'aime ça. Non, 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 je n'aime pas ça. Je le déteste parce qu'il aime ça. Je le déteste parce qu'il aime ça. Je l'aime parce que ses goûts sont similaires aux miens. Mais le fait est que tous ces goûts et ces dégoûts se situent entre 4000 et 8000 angstroms. Nous n'avons jamais eu d'être humain qui aime une couleur qui se situe à 2000 angstroms de longueur d'onde. Ainsi, à un niveau très macro. Nos choix sont limités par notre constitution physique elle-même que nous voyons rarement. Si je vous demande, vous savez, d'accord, avec quel doigt préférez-vous? Quel doigt aimez-vous? Vous répondrez. Vous savez, quelqu'un dira celui-ci, celui-là, celui-là. En tant qu'étudiant, beaucoup d'entre nous préfèrent le majeur. Donc, mais il n'y aurait pratiquement personne qui dirait qu'il aime le 22e doigt. Pourquoi? Parce que le corps lui-même ne le supporte pas. Cela semble donc absurde, le 22e doigt. Que veut-il dire par là? Personne ne choisira cela, n'est-ce pas? Le 22e doigt. Ainsi, au sens macro, les choix sont délimités par le corps lui-même. Ce que j'ai dit à propos du spectre visible est également vrai pour le spectre auditif. N'est-ce pas? De 20 Hz à 20 000 Hz. Si vous entendez quelque chose, vous l'écoutez très très attentivement. Ce que je peux savoir immédiatement, c'est que la fréquence serait entre 20 et 20 000 Hz. Aucun de vos choix ne vous amènera au-delà de ces deux limites, n'est-ce pas? Puis vous en venez à l'impact social sur vos choix. Tout d'abord, dès que vous êtes né, le corps a déjà décidé que de 0 à l'infini, vous ne choisirez qu'entre 4000 et 8000. Voyez-vous quel type de restriction s'applique au choix? De 4000 à 8000. Quel est le pourcentage du spectre électromagnétique total? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Dites-le-moi.
d'X%, 1%, 0,1%, pas même cela. Alors, voyez-vous que vous naissez dans des limites? Alors même que vous naissez, la naissance elle-même a dicté vos choix. Et nous continuons à sauter et à crier « Oh non, je dois avoir le libre choix, le libre choix, quel libre choix ?» Toute liberté se situe entre 4000 et 8000. Toute la liberté se trouve seulement entre 4000 et 8000. L'événement même de la naissance a supprimé le choix. Ah, pour ainsi dire, comprenez-vous cela? Maintenant, après avoir pris naissance, si vous êtes hindou, si vous êtes musulman, si vous venez d'un milieu urbain, si vous venez d'un milieu rural, si vous venez d'Inde, si vous venez de Chine, si vous venez d'Afrique, encore une fois, même à l'intérieur de ce petit spectre qui vous est donné de 4000 à 8000, des limites sont fixées pour vous. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, tout ce que vous choisissez est maintenant réduit à un domaine plus petit. Et pourtant, nous parlons de choix comme si les choix étaient quelque chose de si fondamental, de si grand et si libérateur. Nos choix nous libèrent-ils ou nous enferment-ils? Dites-moi ce que vous en pensez. On vous a appris, par exemple, que pour certains d'entre nous, disons, le son de l'azan, le tintement de la cloche du temple et leurs différentes fréquences. N'est-ce pas? Différentes amplitudes, toute la forme d'onde est différente. Et vous dites, c'est mon choix, c'est le son de mon choix. Il est très difficile, si vous êtes né en Allemagne, que vous connaissiez Tansen. Difficile que vous ayez entendu parler de Meg Mahler. Et peu d'Indiens connaîtraient Beethoven et Mozart. Les noms sont peut-être entendus, mais il n'y aurait pas de goût pour eux. Pensez au choix. En tant qu'Allemand, que dites-vous? J'aime Mozart. Vous dites que c'est mon choix. Est-ce un choix? Ou est-ce une conséquence de votre appartenance à la communauté allemande? Dites-moi, s'il vous plaît. Vous êtes né en Inde. Il n'y a pratiquement personne qui ne joue pas au cricket. Et si vous allez au Brésil ou en Argentine? Alors, le cricket est-il un choix? Ou s'agit-il plutôt un choix imposé par les circonstances? C'est à vous que je pose la question. Vous dites que vous aimez le cricket. Aimez-vous vraiment le cricket? L'amour implique un choix très conscient. Si le cricket vous est offert uniquement parce que vous êtes né dans un pays particulier, en quoi le cricket est-il un choix? Le cricket est une sorte d'impuissance. Manque de choix. Que dois-je faire? Étant né en Inde, je dois aimer le cricket. Est-ce un choix alors? Est-ce que vous obtenez donc? La première chose à faire n'est pas de se demander ce que je dois choisir. Il s'agit de voir que tous nos choix sont des choses très conditionnées. Ce que nous appelons des choix provient directement de notre conditionnement. Ce ne sont pas du tout des indicateurs de notre liberté. En général, vous dites que je dois avoir la liberté de choisir. La réalité peut être totalement différente. Il se peut que vos choix n'indiquent pas votre liberté. Ils indiquent plutôt votre manque de liberté. Lorsque vous choisissez le cricket, par exemple, en Inde, est-ce un signe de liberté ou de manque de liberté? Dites-le moi, s'il vous plaît. Un manque de liberté. Vous n'auriez pas pu choisir autrement. Vous n'aviez pas le choix. Est-ce que vous obtenez? Nous sommes donc très intéressés par la question de savoir ce qu'il faut choisir ensuite. Mais cette question se pose-t-elle dans le vide? Ne sommes-nous pas en permanence, à chaque instant,
en train de choisir beaucoup de choses? Le choix n'est-il pas un processus? Et si vous choisissez déjà, et que l'on choisit à partir d'un centre particulier, en utilisant des critères particuliers, à partir d'un état de conscience particulier, n'est-il pas plus important de se demander pourquoi est-ce que je choisis ce que je choisis en ce moment? Ou dois-je me demander ce que je vais choisir ensuite? Voyez, si je reste immobile ici, comprenez, si je reste immobile ici, il est probablement logique de demander quelle direction prendre. Il est probablement logique de demander quelle direction prendre. Mais qui suis-je? Je suis celui qui bouge, je suis celui qui court. Je ne fais pas que courir, je sprinte en permanence vers mes désirs, mes objectifs. Et mes objectifs sont ostensiblement mes choix. J'ai choisi mon objectif. J'ai choisi cette chose. Je veux cette chose. Je cours déjà vers quelque chose. Et ça, ce vers quoi je cours, j'en suis tout à fait convaincu, n'est-ce pas? Je veux cette chose. Je veux ce trophée, je veux ces notes, je veux ce travail. Je veux qu'il me respecte. Je veux ce garçon ou cette fille. Je suis déjà très confiant dans la direction que je suis en train de prendre. Et puis, cet orateur entre en scène et vous demandez, monsieur, vers quoi dois-je me diriger? Je vous répondrai que vous n'êtes pas immobile. Vers quoi dois-je me diriger est une question. Est une question qui s'adresse à quelqu'un qui est immobile. Lui seul peut poser la question, je ne sais pas. Puisque je ne sais pas, je reste immobile. Alors, s'il vous plaît, dites-moi quel chemin prendre. Si vous ne savez pas quelle direction prendre, que faites-vous en premier lieu? Vous vous arrêtez, n'est-ce pas? C'est l'heure du GPS, mais disons que vous êtes en l'an 2000 et que vous deviez vous arrêter pour recevoir des instructions. Les étudiants ne le sauront pas, ils ne sont pas nés à cette époque, mais les plus âgés le sauraient. Alors que dois-je faire? Si je me précipite vers une direction particulière sur une route, comment puis-je demander des instructions ou de l'aide à quelqu'un? Oh, et si je veux connaître le chemin, quelle est la première chose que je fais? Je m'arrête et je dis, je dois aller à Jépur, comment faire? Ou je dois aller n'importe où? Y a-t-il un restaurant ici? Vous vous arrêtez et vous posez la question, n'est-ce pas? La première chose à faire est de s'arrêter. Sans s'arrêter, vous êtes juste l'esclave des choix inconscients que vous poursuivez. Et si vous ne vous arrêtez pas et que vous demandez à cet homme, frère, où aller? Il ne répondra pas. Où le ferait-il? Et même s'il répondait, auriez-vous sa réponse? Vous seriez déjà parti lorsque sa réponse arrivera. N'est-ce pas le cas? Nous ne sommes donc pas assis à l'origine, au point zéro. Nous ne sommes pas immobiles. Dans un grand élan inconscient, nous sommes emportés. La première chose à faire est d'arrêter de couler. La première chose à faire est de sortir du flux. Un grand courant vous emporte. La première chose est de réussir d'une manière ou d'une autre à atteindre le rivage et de s'asseoir un moment. Laissez votre esprit s'apaiser et demandez-vous, voilà, c'est moi, c'est la vie, qu'est-ce que j'en fais? Mais cette question ne peut pas être posée lorsque vous êtes déjà en train de vous précipiter vers une direction particulière. Ne sommes-nous pas déjà en train de nous dépêcher? Dites-le moi, s'il vous plaît. Donc, quand vous êtes déjà en train de vous dépêcher, comment obtenir une réponse? Oublier une réponse, comment même poser une question? La première chose à faire est d'avoir le courage de s'arrêter. Et si vous ne pouvez pas vous arrêter, définitivement, arrêtez-vous au moins pour un temps. Cela s'appelle faire le point. Faire le point, s'arrêter. Et se dire, ok, voilà ce que j'ai fait. J'ai 18, 20, 25, 35 ans, peu importe. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il vraiment? Il est très difficile de penser en cours de route. Il est très difficile de voir clair lorsque l'esprit est obscurci par les désirs et les ambitions. Plus vous êtes désireux, plus vous êtes orienté vers un but, plus vous êtes ambitieux, moins vous saurez ce que vous faites réellement.
Le désir ne fait qu'obscurcir votre vision. Est-ce que cela a du sens? Le fait est que nous nous en tenons à nos choix. Nous nous y accrochons. Et comme à une vie chère, comme la guenon le fait avec son petit. Et parfois, la petite est morte, et pourtant la guenon la serre contre sa poitrine. Pensant qu'il y a un danger quelque part dehors, elle regarde avec méfiance. Elle ne se regarde pas. Pour voir que le bébé est déjà parti. Je vous invite à poser un regard impartial sur vos choix. Ce regard impartial est à la fondation, au centre de toute sagesse. Sinon, la vie se résume à être aveuglément attiré par quelque chose, et puis en investissant tout votre temps, votre argent et votre énergie à la poursuite de cette chose. N'est-ce pas ainsi que les choses se passent? Dites-moi, s'il vous plaît. Vous êtes attiré par quelque chose. Et ensuite, vous courez simplement après cela. Vous courez simplement après cela. L'argent y passe, le temps y passe, l'énergie y passe, la vie y passe. Et si vous obtenez cette chose, vous la trouvez rarement assez satisfaisante. Et que se passe-t-il ensuite? La chose suivante, et la vie est limitée. Très vite, on se rend compte qu'on n'a plus d'énergie, plus de temps pour courir après les choses. Ce qui est déjà en cours doit être revu. Mais nous sommes plus intéressés par la question de savoir ce qu'il faut faire ensuite, et nous nous débarrassons de cette question. Ce qu'il faut faire ensuite n'est pas du tout important. Ce qui est important, c'est ce que je suis en train de faire. Ce qu'il faut faire ensuite n'est pas important. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que suis-je en train de faire? Que se passe-t-il exactement en ce moment? À quoi suis-je occupé du début à la fin de la journée? C'est la question importante. Et si vous pouvez répondre à cette question, ce qu'il faut faire ensuite émerge d'elle-même. Vous n'avez pas à répondre à cette question. Vous n'avez pas à la planifier. Cela se produit tout seul. Si vous pouvez comprendre ce qui se passe en ce moment, l'avenir en découlera organiquement. Vous n'aurez pas à planifier l'avenir. Alors, pour faire suite à cela, et comme vous l'avez dit, ce qu'il y a à faire ensuite découlera organiquement de ce que nous faisons maintenant. Donc, encore une fois, l'intérêt du collectif, n'est-ce pas? Est-ce que cela va automatiquement se produire que ce que nous? Est-ce que cela va se faire tout seul? D'accord. C'était toute ma question. C'est comme cette question. Oh, d'où vient cette question? Elle vient de la précédente. Cette question aurait-elle été possible si l'auteur de la question n'avait pas pris en compte la réponse à la question précédente? D'où vient donc cette question? L'aviez-vous prévue? C'est venu, c'est juste venu. C'est venu comme ça, c'est venu de l'attention. Il a prêté attention à ce qui se passait, à la question précédente, et c'est de là qu'est venue la question suivante. Et cette question particulière a une certaine authenticité. Une question planifiée, bien pensée, cultivée, n'aurait jamais eu cette authenticité. Cela se produit spontanément. Faites-lui confiance. Votre rôle n'est pas de planifier l'avenir. Votre rôle est de vous occuper avec amour du présent. Occupez-vous-en. L'avenir prendra soin de lui-même.